Sylvain, Karl, bonjour. Bonjour. Ah, le Québec. Alors, on en parlait là à l'instant. Encore plein de gens me demandent, mais à quoi ça sert Twitter? Qu'est-ce que je peux bien faire sur Twitter? Eh bien, tu es en train de m'expliquer qu'en mélangeant Twitter avec de la localisation, eh bien, ça peut rendre service. Oui, oui. Donc, Price, vas-y, raconte-nous. Tu as présenté Ignite à Web2 Conference. J'ai oublié le zéro passage, donc c'était lundi soir, donc tu as présenté un peu le concept, Oui. sans parler naturellement du produit, mais en fait ici on est là pour parler du produit. Explique-moi. Oui, ben en fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on réfléchit à l'intersection de la recherche locale et du web social. Et puis, on avait travaillé plusieurs produits avec Praise, dont un qui était un site de questions-réponses. Donc, on avait une base de données et les gens pouvaient trouver des endroits, mais on trouvait intéressant le fait de pousser la question, d'envoyer la question à ses amis sur Twitter ou sur Facebook. Donc, je me cherche un endroit sympa pour un brunch dimanche matin avec mes enfants. Et si on demande à ses amis, il y a des chances qu'on ait des bonnes recommandations. Donc, il y avait quelque chose là-dedans, mais c'est fondamentalement brisé. Pourquoi les gens iraient sur un site web pour poser une question? Ils vont les poser leurs questions dans Facebook et dans Twitter. Et donc, on s'est donné comme défi de dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher tous les besoins qui sont exprimés dans Twitter, pour commencer, parce que c'est un espace plus public que Facebook, et d'aller chercher ces questions, d'extraire, ça correspond à quel besoin, à quel commerce pourrait répondre à ce besoin, et de créer des alertes pour les commerçants afin qu'ils puissent répondre directement à la personne qui s'exprime. Donc, si je dis j'ai un problème avec ma voiture, j'ai une crevaison, sur Twitter, ça se peut que je rajoute quelques mots en plus pour exprimer mon désarroi. La catégorie réparation de voiture dans notre système va attraper cette question-là, va la géolocaliser, soit parce que j'utilise les données, Twitter me permet de mettre mes données géographiques, ou soit parce que j'utilise des mots, des noms de rues qui permettent de géolocaliser. Et à partir de ça, il y a une alerte qui est générée qui dit c'est une opportunité pour ce commerçant-là. Donc, les gens qui utilisent Twitter voient souvent Twitter au travers la liste des 100 ou 250 personnes qui suivent. La beauté avec Medium, c'est qu'on ne suit pas personne. On a des formules très complexes avec peut-être 1000 expressions qui identifient une opportunité, un besoin dans un lieu géographique. Et c'est à partir de ça qu'on a développé notre modèle d'affaires. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que les commerçants aiment beaucoup l'idée. Quand je suis capable de leur montrer, dans la dernière heure, il y a eu 10 opportunités pour un restaurant de sushi au centre-ville de Montréal. Les gens qui ont des restaurants de sushi m'écoutent. Mais ils ne vont pas répondre. Ils sont en train de préparer des sashimi à 11h30. Ils ont les mains dans le poisson, ils n'ont pas les mains sur Twitter. Et donc, on a commencé à offrir le service, et maintenant, c'est l'essentiel de ce qu'on fait, de community manager, de gens qui vont répondre pour les commerçants. Et les commerçants nous payent 150-200 $ par mois pour avoir ce service d'alerte, de réponse avec les gens qui sont sur Twitter. Et donc, voilà, la localisation, naturellement, ça reste... voilà. Ben, c'est la composante essentielle parce que c'est un service de proximité. Donc, on utilise le réseau global quand même de Twitter. Donc, on est capable d'offrir ce service dans plusieurs villes. On le structure par ville. Mais la réponse se fait au niveau local. Donc, c'est souvent au niveau du quartier ou de la ville. Donc, on a des rayons de 10 à 25-40 km à peu près qui sont les zones qu'on couvre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le service à Montréal. Donc, à Montréal, on a des représentants qui vont porte à porte chez les commerçants pour vendre le service. Mais c'était vraiment pour découvrir c'est quoi le modèle, qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les courbes d'adoption. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on établit des partenariats dans la plupart des grandes villes, en Amérique du Nord et dans quelques villes en Europe aussi, notamment sur Paris et Londres, pour avoir des gens qui vont revendre le service. Donc, c'est un service qui est offert, on fait un partage de revenus avec les gens qui, en général, ils ont déjà des relations avec les commerçants dans les villes. Donc, soit qui vendent quelque chose qui est complémentaire à ce qu'on fait, ou qui ont une force de distribution, une force de vente locale. Et donc, ils vont revendre Medium dans les villes. Et d'autres applications qui seraient dans le même domaine, mais qui n'ont pas nécessairement ce service-là, est-ce que ça peut faire du sens? Oui, bien, il y a toute une panoplie autour de ces concepts-là. Le concept
du temps réel, le real time, du social, de la géolocalisation. C'est très, très riche. Cette semaine, à Wear 2.0, on l'entend, là, il y a des milliers de services. Donc, aussi, il y a des compléments. C'est sûr, je me prends dans les corridors et je rencontre plein de compléments naturels à ce qu'on fait. Ouais. Mais c'est aussi, quand on fait quelque chose de local, c'est très important. En théorie, je peux répondre. On l'a fait pour le web à Paris. On a fait un test avec Dis-moi où là-bas et avec les community managers de Dis-moi où. Parce que, comme Montréalais, comme Nord-Américain, je ne sais pas, moi, si le 9e arrondissement est collé sur le 2e et si un bon endroit pour un pastis un dimanche après-midi, c'est à quel endroit. Donc, la première génération de ces applications-là, c'était vraiment l'utilisateur qui déclarait son check-in. Absolument. Ouais. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les premières générations d'applications qui utilisaient la géolocalisation étaient vraiment en premier lieu pour des recherches. Ensuite, on a eu toute la génération des check-in, qui était très, très populaire. C'est encore une partie essentielle de l'expérience géosociale, le check-in. Nous, ce qu'on avait fait avec Brace, on permettait aux gens d'avoir des favoris, de laisser des commentaires, un peu comme une plateforme pour faire ce que Yelp faisait. Mais cette logique-là de commentaires ou d'appréciation, elle est à la fin de la chaîne de valeur de consommation. C'est après qu'on a consommé le service qu'on peut commenter sur ce service. On s'est dit qu'il faudrait remonter dans la chaîne. Et Sébastien Provencher, mon cofondateur, a eu cette intuition de dire Google, ça marche vraiment bien parce que quand on cherche AdSense, c'est contextuel à notre besoin. Il y a des gens présentement qui déclarent des intentions avant même d'être dans un engin de recherche. Donc, c'est encore plus tôt dans la chaîne de valeur. Ils expriment des besoins. Si on était capable de leur répondre à cet endroit-là, on n'aurait même pas besoin d'aller sur Google et sur les pages jaunes et sur Dis-moi où ou sur Yelp pour trouver. On peut s'insérer à cet endroit-là et dans un mode de conversation. C'est des médias sociaux, hein, donc c'est pas des messages automatiques, c'est pas des robots qui répondent. On ne fait pas des machines pour répondre aux humains automatiquement. On fait des machines qui aident les humains à répondre aux humains. C'est ça qu'on fait. Donc, les community managers chez nous vont avoir 200 clients à la fois qui gèrent dans notre méga dashboard qu'on a fait. Donc, c'est très efficace. Donc, on les aide, on les assiste. Mais c'est important parce que la plupart des échanges, en anglais, on dit conversational commerce, c'est une expression qui est émergente, le commerce de conversation. Bien, ça se fait sur une voie humaine et c'est pas un message, c'est souvent une question. Donc, c'est pas une vente dure. Si tu me dis, il fait chaud et j'ai des cornets de crème glacée à te vendre, mais je t'envoie pas un coupon dans la gueule au premier message Twitter. Je vais peut-être te dire, est-ce que tu aimerais bien un cornet à la crème glacée à vanille ou fraise? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Et de là, si tu veux venir prendre tu une vois glace comment chez moi, réagir, je vais t'inviter. Là. D'accord. Avec quoi tu aimerais repartir? Bon, tu vas pas me le dire naturellement parce que les bonnes idées, tu vas te les garder, mais est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu as envie de repartir? Là, ça fait 2 jours, il reste encore une journée, tu es là encore pour le Wear Camp. Donc là, ça va être encore plus rude, les idées vont fuser dans tous les sens. Est-ce qu'il y a déjà des choses que... je sais que tu viens régulièrement. Oui, donc c'est de l'inspiration. Hein. En premier lieu, pour moi, il y a 2-3 choses que je viens chercher. En premier, c'est de l'inspiration. Donc, j'ai assisté à des workshops hier, à des sessions. C'est pas tant pour apprendre des nouvelles choses. C'est sûr que c'est intéressant de voir les nouvelles choses qui arrivent, mais c'est un, pour être inspiré, et 2 aussi, une certaine forme de validation. Parce que souvent, on est dans son coin, on développe son idée, puis on se dit, ah, peut-être qu'il y a telle piste où je pourrais prendre telle approche. Là, si on rencontre des gens intelligents qui présentent des choses et qui s'en vont dans une direction qui est similaire à ce qu'on réfléchit, bien, on peut peut-être se dire, ah oui, ok, bien, ça semble valider une certaine réflexion que j'avais. Donc, les discussions de corridor sont aussi intéressantes ici que les sessions, des fois même plus. C'est pour ça que j'aime bien les barcamps et les wearcamps et tout ça. Ouais, c'est clair. Mais il y a beaucoup ça ici quand même. Donc la concentration, ce midi, je dînais avec des gens justement qui étaient... il y avait un Néo-Zélandais, il y avait un Australien, il y avait un Britannique et un Espagnol. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment international. La diversité aussi fait du bien. C'est certain que c'est inspirant. Le monde mobile. Le monde mobile.
Juste une dernière chose, c'est pas un peu le pays du social, le Québec ou le Canada, là, dis-moi, Empire Avenue, bon, qui est en train de monter gentiment en puissance, où en fait, en tant qu'individu, on devient comme des actions cotées en bourse. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? C'est intéressant parce que le Québec a ce mélange vraiment particulier de, d'un certain sang latin, hein. Il y a un côté franco-français de la discussion, de la conversation, de l'échange. On est très fort sur les tables rondes, les sommets, tous ces trucs. Mais aussi très pragmatique, très américain, très business. Ouais. Donc j'aime bien cette combinaison. L'écosystème mobile n'est pas fantastique encore au Canada, notamment, je leur tire une flèche là, mais les telcos, les fournisseurs de services. Ça continue. C'est pas fameux. On a été classé, je pense, 27e sur 35 pays avec l'OCDE pour les prix, la vitesse. Mais mis à part cela... c'est pas facile à couvrir comme pays non plus, mais bon. Bah, c'est une petite bande en bas, hein? C'est quand même... C'est très grand par le nord, mais... Tout le monde est près de la frontière ou près des cours d'eau quand même. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas la même densité qu'en Europe. Faut l'avouer, mais... En tout cas, ça reste difficile de faire du business mobile. Oui, ça reste difficile. L'iPhone qui est arrivé. C'est ça. Les téléphones applicatifs, donc les téléphones intelligents, où on n'avait pas besoin de négocier avec les fournisseurs de services pour être on deck, là, pour être sur l'écran de départ. Ça a beaucoup changé la donne. Donc, il y a plein de boîtes vraiment intéressantes à Montréal qui font du développement mobile. On a du développement iPad, du développement Android aussi. Ça commence à être pas mal fort à Montréal. Donc, il y a ça a permis l'explosion de cette scène-là qui commence à prendre place. Je dirais par rapport à l'Europe, on est encore un peu en retard sur la mobilité. Par contre, au niveau applicatif et au niveau d'applications web et sociales, ouais, il y a des bonnes choses. Beaucoup de choses qui se passent. Et la scène des startups est en explosion à Montréal. Le dernier Startup Camp, 800 personnes. Cet été, on fait... Allez, vas-y. Donc, c'est cet été, du 13 au 15 juillet à Montréal. On invite les gens, les startups à pitcher, les VC vont être sur place. On va avoir plein de gens qui vont nous partager comment ils ont passé aux différentes étapes de leur startup. Et pour faire la fête aussi, ça reste dans notre caractère. C'est l'été à Montréal, le mois de juillet. Festival Juste pour rire, voilà. Festival de jazz. Juste au moment où je serai en vacances en Europe. Ah, ça m'énerve. Mais bon, on finira bien par venir. Ah oui, on vous invite. On est bien recevant, comme on dit chez nous. D'accord. Merci Sylvain. Avec plaisir.